tous. Merci à Stéphane Lacroix de nous rejoindre aujourd'hui pour ce séminaire général MMO. Donc on va vous le présenter un peu rapidement et ensuite on présentera les thématiques générales qui vont être traitées aujourd'hui. Donc vous êtes professeur associé à Sciences Po Paris, au Centre d'études et de recherche internationale, ainsi que dans une grande université, Centre de recherche du Caire. Vous avez un parcours assez atypique, à la fois assez impressionnant. Vous avez commencé, il me semble, par des études en mathématiques, suivi par des études à l'INALCO et finalement une thèse à Sciences Po Paris qui portait sur la sociologie politique de l'islamisme en Arabie Saoudite sous la direction de Gilles Kepel, que vous connaissez tous. Ensuite, on peut dire de vous donc, que vous êtes spécialiste de l'Arabie Saoudite, de l'islam politique et de l'islam en général. Vous avez une carrière qui est assez internationale, donc avec des écrits qui ont été faits en collaboration avec de nombreux chercheurs tout autour de la planète. Et vous avez notamment écrit « Les islamistes saoudiens, une insurrection manquée », qui a été traduit en plusieurs langues et qui a reçu plusieurs distinctions internationales. Donc aujourd'hui, cette séance va tourner autour de la question « Où va l'Arabie Saoudite ?» Donc le thème d'aujourd'hui va être où va l'Arabie Saoudite. Donc dans une première partie, donc on va parler en fait donc des nouvelles dynamiques qui sont amorcées depuis l'arrivée donc de Mohamed Ben Salman donc en tant que vice-premier ministre en 2017. Donc à la fois sur la politique intérieure et la politique extérieure. Pardon. Puis dans un second temps, Monsieur Lacroix nous parlera donc de la place du religieux en Arabie Saoudite et les changements impulsés donc ces dernières années. Donc maintenant on va vous laisser la parole donc pour la première intervention donc de 45 minutes. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc en effet, je vais commencer par brosser un tableau un peu plus général et parler de ce système politique saoudien qui est assez particulier dans la région, en tout cas qu'il était, et pour essayer de mieux comprendre en fait ce qui est en train de se passer depuis 2015 et pour mesurer en fait l'ampleur de ce qui est en train de se passer depuis 2015 dans le pays et dans la structure des institutions qui est aujourd'hui en train d'être complètement bouleversée. Et puis dans un second temps, donc, je reviendrai sur le religieux, qui est un peu mon sujet de prédilection, mais on parlera de ça dans la deuxième intervention. Alors, la première chose à dire, parce que c'est quelque chose qui est souvent ignoré en fait de ceux qui voient l'Arabie Saoudite de loin, c'est que l'Arabie Saoudite, elle a une vieille histoire. On a souvent l'impression que l'Arabie Saoudite, c'est un pays qui est relativement récent, avec des cheikhs assis sur des barils de pétrole, comme si ce pays finalement ne devait son histoire qu'à la période la plus récente du XXe siècle. Or en fait on a un pays dont l'histoire remonte au XVIIIe siècle, qui du coup est un des États les plus anciens de la région, dans une région où en fait, de fait au XXe siècle, après la Première Guerre mondiale, il y a de nombreux nouveaux États qui ont vu le jour, avec des frontières souvent artificiellement tracées par les colonisateurs, que ce soit en Afrique du Nord ou du côté de l'Irak et de la Jordanie. L'Arabie Saoudite, pour le coup, a une histoire qui est plus ancienne, qui remonte à la période antérieure à l'arrivée des Européens, et un modèle politique qui s'est construit de manière endogène, c'est-à-dire qu'il ne doit rien à l'influence de l'Europe, ce qui aussi fait de l'Arabie Saoudite un pays vraiment particulier. Donc, l'Arabie Saoudite, donc elle naît, en tout cas la date qu'on va donner comme un peu naissance symbolique, c'est 1744. Et 1744, donc on est au milieu du XVIIIe siècle, on est bien avant, je disais, l'arrivée des Européens, puisque on marque souvent le début de la rencontre avec l'Europe à l'expédition d'Égypte de Napoléon en 1798, donc on est bien avant. Et on est dans une région reculée du monde arabe, qui est ce qu'on appelle le Najd, qui est la partie centrale de la péninsule arabique, qui, au XVIIIe siècle, vit un peu en dehors des grandes dynamiques politiques de la région. Le grand empire, à l'époque, c'est l'Empire ottoman, au XVIIIe siècle. L'Empire ottoman contrôle les côtes dans la péninsule arabique, en particulier la Mecque et Médine, ce qu'on appelle le Hejaz, parce qu'évidemment c'est important pour le calife de contrôler les villes saintes. Mais cette région du centre de la péninsule, elle n'intéresse personne. Elle n'intéresse personne parce qu'elle est essentiellement désertique.
parsemé d'oasis qui comptent quelquefois maximum quelques milliers d'habitants, et puis des tribus nomades qui nomadisent sur ce grand territoire, coincé entre donc la Mésopotamie au nord, le Yémen au sud, et puis les deux côtes, vers le golfe Persique d'un côté et vers la mer Rouge de l'autre. C'est ce grand territoire du milieu, qui est un peu à l'écart, parce que là encore, son contrôle n'intéresse personne en vérité, et les Ottomans n'ont pas de ressources à dépenser pour aller chercher à contrôler un territoire où il y a pas de... Il y a peu de population, il n'y a pas de ressources. Évidemment, au XVIIIe siècle, la question du pétrole ne se pose pas. Et donc ce territoire, précisément, c'est parce qu'il est à l'écart des dynamiques politiques de l'époque et à l'écart du contrôle des empires de l'époque, en particulier l'Empire ottoman, qu'il va pouvoir naître là une expérience politique tout à fait singulière, à l'écart des grands mouvements de la région à l'époque. Et cette expérience politique singulière, donc, c'est l'Arabie saoudite, l'État saoudien. 1744, j'ai dit, donc c'est la date fondatrice, c'est la date du pacte fondateur qui réunit un prince qui s'appelle Mohammed bin Saoud, donc qui est le fondateur éponyme de la dynastie des Saouds. Et les Saouds sont à l'époque donc une famille qui gouverne une petite localité du centre du Najd qui s'appelle Dir'iyya. Alors je ne sais pas si je voulais que j'écrive les noms ou ça vous intéresse. Ouais, j'aurais dû prendre une carte en effet. Mais oui. Il n'y aura pas tellement besoin de la carte pour la suite en fait. C'était juste pour... Ouais, c'est ça que je vais faire. Je vais prendre tes feutres et je vais noter... Juste pour que vous ayez les... Il y a quelques termes en fait qui peuvent être intéressants, surtout si vous allez les noter en fait pour que vous les orthographiez à peu près correctement. Donc c'est Dir'iyya, et puis c'est la région du Najd. Alors, pour l'anecdote, cette ville de Dir'iyya, donc, qui est le berceau de l'État saoudien, c'était la ville dont Mohammed bin Saoud était le amir, c'est-à-dire le gouvernant local. C'est aujourd'hui un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, puisque les Saoudiens, et on voit à quel point la classification au patrimoine mondial de l'UNESCO relève de logique plus politique qu'autre chose, parce que les Saoudiens, en fait, ont fait classer Dir'iyya, ont fait pression à l'UNESCO il y a une vingtaine d'années pour faire classer Dir'iyya. Et donc, pour Dir'iyya, il n'y a pas grand-chose, en fait. On va voir qu'elle a été rasée ensuite. Ce sont des maisons en boue séchée, typiques de cette architecture quand même assez rustique du XVIIIe siècle. Mais aujourd'hui, c'est un site UNESCO. Ils ont fait classer Dir'iyya avant de faire classer la vieille ville de Jeddah, qui est une merveille historique et architecturale. Donc on voit aussi que, voilà, on célèbre le berceau de l'État saoudien et on en a fait un site patrimonial. Donc cette ville de Dir'iyya, petite oasis, où habitent donc des sédentaires et parmi eux cette tribu des Saouds, et puis entourée de tribus nomades, sur lesquels le pouvoir des Saouds exerce une autorité qui varie selon les moments, d'ailleurs. C'est pas l'étendue de leur pouvoir est quand même relativement circonscrit. Jusqu'à donc 1744, où Mohammed bin Saoud va faire un choix, prendre une décision qui va marquer l'avenir de son petit royaume, qui est de faire alliance avec un prédicateur. Le prédicateur, il s'appelle Mohammed bin Abd al-Wahhab, donc Mohammed fils de Abd al-Wahhab, hein, comme ça bin Saoud c'est Mohammed fils de Saoud. Donc Mohammed bin Abd al-Wahhab, c'est le prédicateur, et c'est quelqu'un, alors je reviendrai peut-être un peu plus dans la seconde partie, mais qui, depuis le début du XVIIIe siècle, enfin depuis les années 1720, il est né en 1703, Mohammed bin Abd al-Wahhab, si vous voulez les dates, donc pour le situer historiquement. Et il va mourir en 1792. Il meurt juste après la Révolution française et il naît à l'époque de Louis XIV, quoi, en gros. Pour le situer à la fin de la période à la fin du règne de Louis XIV, et puis qui va avoir une longue vie, 90 ans. Et c'est un prédicateur qui parcourt le Najd inlassablement pour prôner ce qu'il appelle une réforme religieuse,
qui consiste à, comme souvent d'ailleurs la réforme en islam, à appeler à un retour aux sources. Dans l'idée de Mohammed bin Abdel Wahhab, les musulmans de son époque ont oublié ce qu'était véritablement l'islam. Ils ont adopté toutes sortes de pratiques que lui considère comme des innovations, et le terme d'innovation est utilisé ici dans un sens négatif, c'est des bid'a en arabe. Hein. Et pour lui, donc, les musulmans ont oublié ce qu'était l'islam des origines, ils s'en sont éloignés, et ils ont en particulier oublié un principe fondamental, qui est le principe du tawhid, c'est-à-dire de l'unicité, l'unité ou la transcendance divine. Hein. Tawhid, on peut le traduire de ces trois manières. C'est à la fois l'unicité, l'unité et la transcendance. Et alors, j'y reviendrai, mais ce qui chagrine particulièrement Mohammed Abdel Wahhab, c'est le développement du soufisme dans le monde sunnite. Parce qu'il faut se souvenir qu'au XVIIIe siècle, le soufisme, en fait, est quasiment hégémonique dans le monde sunnite. C'est-à-dire que quand on est... le soufisme, c'est la religiosité populaire. C'est la manifestation la plus visible du soufisme, c'est ce qu'on appelle le culte des saints. Où vous avez des personnages auxquels on prête des qualités extraordinaires, en particulier une piété remarquable, qui sont enterrés dans différents endroits, des mausolées. Et sur ces mausolées ou sur ces tombeaux, les croyants viennent se recueillir, viennent prier pour demander aux saints, donc, aux wali, hein, wali Allah, les compagnons de Dieu, hein, c'est comme ça qu'on les appelle en arabe, les saints, à ces compagnons de Dieu, à ces saints, on leur demande des faveurs, puisqu'ils sont auprès de Dieu, donc on leur demande d'intercéder en faveur de celui qui vient prier auprès de Dieu. Donc il y a tout un panthéon de saints, si vous voulez, qui s'est constitué à travers le soufisme dans le monde musulman. On les célèbre en particulier tous les ans pour leur anniversaire de leur naissance, qu'on appelle le Mawlid. Mawlid, c'est l'anniversaire de la naissance. Et ces Mawlids sont des cérémonies exceptionnelles où vous avez des centaines de milliers de gens qui convergent de partout. Et ça prend une importance, en fait, dans la religiosité tout à fait centrale. Il y a plus de gens qui vont au Mawlid que de gens qui vont faire le pèlerinage à la Mecque. Aussi pour des raisons liées à la distance, parce que vous avez souvent le Mawlid est souvent plus près de chez vous que la Mecque, donc vous allez au Mawlid plutôt que d'aller... Mais ce sont donc tous ces grands pèlerinages, etc. C'est ça qui chagrine Abdel Wahhab, parce que pour lui, et sa réforme, elle est très calviniste dans ce sens. Hein. On a souvent d'ailleurs qualifié Abdel Wahhab de Calvin des Sables. C'était le terme qu'employait un journaliste qui s'appelle Benoît Méchin, qui avait écrit un livre dans les années 50 sur Ibn Saoud. En fait, l'idée d'Abdel Wahhab, c'était qu'il faut qu'il y ait un lien direct entre l'homme et Dieu sans intermédiaire. C'est ça pour lui le principe de la transcendance divine. Et donc, l'existence de ce panthéon de saints, de ce qui constitue autant d'intermédiaires ou d'associés à la personne, ou à l'entité divine, pardon, c'est une contradiction flagrante avec cette question de la transcendance divine. Okay, c'est ça le débat au départ pour Abdel Wahhab. Ça s'applique donc aux soufis qui sont vus comme étant des déviants, qui contredisent un principe central de l'islam, mais ça s'applique aussi aux chiites qui ne sont pas mieux traités par Abdel Wahhab parce qu'ils ont un autre panthéon, les chiites, qui est celui des imams, les descendants de Ali, etc., qui aussi sont censés avoir des qualités exceptionnelles, un lien direct avec Dieu, etc. Tout ça, pour Abdel Wahhab, c'est une contradiction flagrante avec la lettre de l'islam. Donc Abdel Wahhab, en fait, il est extrêmement critique de l'islam de ses contemporains. Il est d'ailleurs assez virulent dans sa critique. Hein. Il considère que en fait, les musulmans de son temps ont cessé d'être musulmans. Donc, il pratique ce qu'on appelle le takfir, hein, l'excommunication. Il n'hésite pas à considérer que, en fait, la péninsule arabique est peuplée et le monde musulman en général est essentiellement peuplé de gens qui se disent musulmans, mais qui en fait ne le sont pas. Et donc, tout son message consiste à essayer de ramener les musulmans vers l'islam, tel qu'il le conçoit. Alors, dans le même temps, Abdel Wahhab, c'est un hanbalite en termes de droit. Donc, c'est quelqu'un aussi qui adhère à la branche la plus stricte du droit musulman.
Le hanbalisme, en vérité, est plutôt dominant à l'époque dans le Najd. Hein. On a souvent dit, même si c'est, même si, bon, historiquement peut-être un peu contestable, mais que les écoles de droit musulman, en fait, s'étaient réparties un peu en fonction des environnements, quoi. Que ce n'était pas un hasard si l'école hanafite, qui est la plus ouverte à l'interprétation rationnelle, était présente, par exemple, vers l'Inde, dans des environnements mixtes comme l'Inde, où justement il fallait l'interprétation rationnelle pour gérer la diversité confessionnelle, et au contraire dans des endroits très austères et très fermés comme le Najd, c'était l'école la plus stricte, comme le hanbalisme qui avait pris. Donc il appartient à cette école dont il est un digne représentant, même au sein de l'école hanbalite, en fait, il est classé plutôt parmi les durs. Et donc on a un prédicateur qui est à la fois extrêmement conservateur, et partisan d'une redéfinition de l'orthodoxie sunnite sur des bases extrêmement restrictives, quitte à exclure de l'orthodoxie à peu près tous ses contemporains. Donc il y a quelque chose, il y a une vraie révolution religieuse dans ce que fait Abd el-Wahhab au départ. Et donc cette alliance en 1744 entre le prince et le prédicateur, elle se fait sur la base suivante. Le prédicateur apporte son soutien religieux au prince, il lui apporte légitimité religieuse. Ce qui veut dire que le prince, maintenant, n'est plus simplement un petit gouvernant local, il est devenu celui qui porte l'étendard de l'islam face à l'impiété. Et donc, quand il fait la guerre, c'est du djihad, puisqu'en fait, il se bat contre des non-musulmans. Puisqu'autour de lui, ce sont des non-musulmans, ce ne sont plus des musulmans selon Abd el-Wahhab. Donc, ce qui avant pouvait passer pour une razzia tribale, quand il y avait une guerre avec ses voisins, ça devient un djihad, c'est-à-dire une guerre au nom de l'islam et de la foi. Et donc, en retour, Mohammed Ben Saoud s'engage à propager la vision de Mohammed Abd el-Wahhab et à faire appliquer sa vision sur le territoire qu'il contrôle. Donc, c'est voilà, l'alliance du sabre et du goupillon, dirait-on dans un référentiel chrétien. C'est l'autorité religieuse qui s'allie à l'autorité politique et chacune se met au service de l'autre. Alors, je reviendrai sur ça tout à l'heure plus en détail dans la deuxième partie, mais c'est pour vous donner le cadre. Ce premier État saoudien, donc il est né en 1744, et ce modèle, en fait, va extrêmement bien fonctionner, puisque en l'espace de quelques décennies, Mohammed Ben Saoud va conquérir la quasi-totalité de la péninsule arabique. Donc ce prince qui gouvernait jusque-là une zone très circonscrite devient, en l'espace de quelques décennies, celui qui contrôle la quasi-totalité de la péninsule, c'est-à-dire à peu près la taille de l'Arabie saoudite actuelle. Parce que là encore, il est porté par le zèle de la foi. Ses troupes ne combattent plus simplement pour aller piller le voisin, mais elles combattent pour l'islam, tel qu'elles le voient et tel qu'elles le perçoivent. Et les oulémas, c'est-à-dire les partisans d'Abd el-Wahhab dans le champ religieux qui défendent ses thèses, endoctrinent les troupes pour en faire des combattants religieux. Donc tout ça change complètement le modèle et donne à l'État saoudien une impulsion initiale qui fait que voilà, en quelques décennies, il s'empare de territoires relativement vastes. D'ailleurs, les chroniques saoudiennes rejouent complètement, quand vous lisez les chroniques du XVIIIe siècle qui racontent justement les premières conquêtes, en fait, ils comparent, sans le dire, la geste de Mohammed Ben Saoud à la geste du prophète Mohammed, qui part de la Mecque et puis qui petit à petit conquiert des territoires parce qu'il est porté par la foi et ses troupes sont portées par la foi, etc. Il y a une volonté d'essayer de faire une sorte de mimétisme pour rejouer la geste prophétique, puisqu'Abd el-Wahhab, évidemment, se considère comme entouré de mécréants. Hein. Donc c'est le retour de l'islam, d'une certaine manière, que Abd el-Wahhab décrit. Donc au début du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, donc 60 ans après la naissance de l'État saoudien, les Saoudiens parviennent jusqu'au sud de l'Irak. Ils mettent à sac les villes saintes chiites en Irak. Najaf et Karbala sont pillés au début du XIXe siècle, ce qui laissera des souvenirs qui hantent les Irakiens chiites jusqu'à aujourd'hui. Hein. Les razzias des Wahhabis du début du XIXe, c'est... Parce que pour eux, évidemment, les chiites sont des mécréants, donc ça veut dire qu'on massacre allègrement, puisqu'on a face à soi des gens auxquels on ne doit aucune... on n'est pas face à des gens qui sont protégés d'une manière ou d'une autre. Ce sont des mécréants, ils doivent se soumettre ou être tués. Et puis en 1804, donc à peu près à la même époque, la prise de la Mecque et Médine pour la première fois.
Donc les 2 villes saintes de l'islam tombent sous la coupe des saoudo-wahhabites en 1804. C'est un camouflet pour le pouvoir ottoman, puisque les Ottomans sont califes, et donc le contrôle des villes saintes est central à leur légitimité califale. Et la prise de la Mecque et Médine va provoquer enfin une réaction des Ottomans. Les Ottomans, dans un premier temps, ils voient les Wahhabites comme une sorte d'hérésie. Quand vous lisez les sources ottomanes du XVIIIe, on vous décrit ce mouvement hérétique qui apparaît dans le Najd, dans cette région reculée. Donc, les Ottomans ont un mépris absolu pour ce qu'ils considèrent comme une hérésie. Les Wahhabites le leur rendent bien, ils considèrent que les Ottomans ne sont pas musulmans, que les Ottomans font semblant d'être musulmans, mais qui tolèrent sur leur territoire des pratiques qui les excluent d'emblée de l'islam. Donc les deux mouvements existent complètement indépendamment l'un de l'autre, et avec un conflit permanent. Mais voilà, 1804, ça va provoquer une réaction ottomane, puisqu'évidemment, là, les Ottomans, jusque-là, regardaient cette hérésie dans un territoire qui n'était pas très important, qui était aux marges de leur propre territoire, donc ça ne les inquiétait pas trop. 1804, c'est la Mecque et Médine qui tombent, donc là, les Ottomans réagissent. Réagissent en demandant à Mohammed Ali, qui est le souverain d'Égypte, mais qui est un vassal de l'Empire ottoman, demande à Mohammed Ali parce qu'il est plus proche géographiquement. Puis Mohammed Ali, l'Égypte a une armée qui, en plus, vous connaissez l'histoire, au début du XIXe siècle, se modernise, et donc c'est une armée relativement efficace, probablement d'ailleurs comparable à celle de l'Empire, donc elle est tout à fait armée pour la tâche, et donc le souverain ottoman demande à Mohammed Ali d'intervenir pour écraser les Wahhabites, reprendre la Mecque et Médine, et mettre fin à l'hérésie. Et donc vous avez cette campagne d'Égyptiens qui envahissent l'Arabie saoudite de l'époque, reprennent la Mecque et Médine, vont jusqu'à Dir'ia et rasent Dir'ia. Et alors les sources, là encore, vous racontent la chute de Dir'ia dans les sources wahhabites comme vraiment la chute de l'islam, parce que les wahhabites, là encore, se perçoivent comme étant les seuls musulmans, d'une certaine manière. Donc la chute de Dir'ia, pour eux, c'est l'islam qui disparaît. On vous raconte, il y a toutes sortes d'anecdotes, on vous raconte en particulier comment les Égyptiens font prisonnier le petit-fils de Mohammed Abdel Wahhab, qui est le chef des oulémas de l'époque, en Arabie, et ils le font prisonnier et ils le torturent en jouant devant lui pendant des heures de la musique, puisque les Wahhabites considèrent que la musique est une invention du diable. Donc ils le torturent pendant des heures et des heures et des heures, parce qu'ils ont l'armée égyptienne, Mohammed Ali a ajouté à l'armée une fanfare militaire, dans cette idée de modernisation à l'européenne. Maintenant, l'armée égyptienne a une fanfare. Et donc la fanfare militaire joue pendant des heures devant le pauvre Suleiman bin Abdallah bin Mohammed bin Abdel Wahhab, donc le petit-fils d'Abdel Wahhab, qui souffre énormément, évidemment, parce que pour lui, c'est vraiment une manifestation du diable. Donc c'est intéressant aussi dans l'histoire saoudo-égyptienne, cette première invasion de l'Arabie saoudite par l'Égypte. Elle est toujours compliquée, cette relation saoudo-égyptienne. Il ne faut pas oublier que les premiers ont envahi les seconds déjà au début du XIXe siècle, et que ça compte finalement cette mémoire historique de l'invasion par les Égyptiens, y compris jusqu'à aujourd'hui. Les Saoudiens savent très bien qu'ils ont été envahis par les Égyptiens au début du XIXe. En 1818, donc, Dir'ia est rasé, et c'est la fin de ce qu'on appelle le premier État saoudien. Les Égyptiens occupent le Najd pendant une vingtaine d'années, et puis à la fin des années 1830, Mohammed Ali a besoin de ses troupes pour aller faire la guerre en Syrie, donc il retire ses troupes du Najd, et à peine l'occupation égyptienne prend-elle fin, que se reconstitue sur la même base l'État saoudien. Les derniers descendants de la famille Saoud recèlent l'alliance avec ceux qui ont adopté les principes de Mohammed Abdel Wahhab dans la religion, et se reconstitue la même formule politique, c'est-à-dire un État fondé sur cette même alliance du politique et du religieux, autour de la famille Saoud, et autour de la doctrine wahhabite. C'est ce qu'on appelle le deuxième État saoudien. Celui-là, il va avoir une vie relativement courte, parce que en 1870, vous avez deux frères de la famille Saoud qui se battent l'un contre l'autre pour le pouvoir. L'un d'entre eux fait appel aux Ottomans contre son frère,
Les Ottomans en profitent pour intervenir et, in fine, se débarrassent de la dynastie des Saouds et mettent à sa place une autre dynastie, qui est la dynastie des Rachides. Okay, donc les Saouds perdent le contrôle de la péninsule après cette lutte fratricide. Le dernier des Saouds se réfugie au Koweït. Koweït qui va devenir un protectorat anglais en 1899. Donc on n'est plus, à partir de 1899, dans l'Empire ottoman. Dans le Koweït, c'est autre chose. Là aussi, c'est intéressant, la famille Saoud qui se réfugie au Koweït. Koweït, ce sont des cousins des Saouds. Vous savez que toutes les familles régnantes des monarchies du Golfe, en fait, viennent toutes de la même région. Elles sont toutes du Najd. Ce sont des migrations qui les ont menées vers la côte. Donc les Al-Sabah qui dirigent le Koweït, les Al-Khalifa qui dirigent le Bahreïn, les Al-Thani qui dirigent le Qatar, en fait, viennent tous de la même région. Et ils ont tous des liens tribaux assez éloignés, mais pas que eux perçoivent comme étant aussi une forme de proximité par le sang. Et donc la famille régnante du Koweït donne refuge aux Saouds. Ce qui est intéressant, parce que là encore, quand on fait le parallèle historique, 90 ans plus tard, ce sera l'inverse. Quand le Koweït sera envahi par l'Irak en 1990, ce seront les Saouds qui donneront refuge au Al-Sabah. Et à l'époque, ce sera célébré comme un retour de faveur. Ils nous ont donné refuge quand on était en exil, et ben c'est à notre tour de leur donner refuge. Intéressant aussi que cette histoire vous explique comment des liens dans l'histoire un peu longue entre ces différents pays. Donc les Saouds trouvent refuge au Koweït. Et en 1902, Abdelaziz Ben Saoud, celui qu'on appelle justement Ibn Saoud dans les sources, surtout étrangères, celui qui va devenir au XXe siècle le fondateur de l'Arabie saoudite moderne, Abdelaziz, eh bien en 1902, il quitte le Koweït avec une armée de ses partisans pour reconquérir le territoire de ses ancêtres. L'Empire ottoman est au plus mal, on est avant la Première Guerre mondiale, c'est l'homme malade de l'Europe, mais c'est aussi l'homme malade de l'Orient. Et donc, profite finalement de cet affaiblissement de l'Empire ottoman pour tenter une reconquête. Et donc, de nouveau, c'est la même alliance qui fonctionne. C'est à la fois la famille Saoud et le soutien des oulémas wahhabites, et ce drapeau sur lequel est écrit, sur fond vert, la shahada, c'est-à-dire la profession de foi musulmane. Et cette aventure d'Ibn Saoud, c'est un peu le site, quoi. Nous partîmes 500 et nous vîmes... ils sont combien en arrivant au port 3000 ? Ouais, c'est ça. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire ils partent, ils sont peu nombreux, et à mesure en fait, qu'ils se rapprochent du centre de la péninsule, en fait, ils sont rejoints par les tribus qui ont été wahhabisées par les oulémas dans les décennies précédentes. Et donc, d'une certaine manière, la doctrine wahhabite fournit une base de ralliement qui va faire que, au moment où ils arrivent devant les murs de Riyad, alors Riyad, après la chute de Diriyah au XIXe siècle, était devenue la nouvelle capitale. C'est le moment où Riyad, au XIXe siècle, devient capitale. Et ils arrivent devant les murs de Riyad, et Riyad tombe en très peu de temps sous les coups des wahhabites. Et à partir de là, c'est la reconquête. Cette reconquête, elle va durer 25 ans. Et elle va faire que Ibn Saoud va admirablement d'ailleurs tirer son épingle du jeu dans ce Moyen-Orient en recomposition, puisqu'on est au milieu, vous avez la Première Guerre mondiale, vous avez les accords de Sykes-Picot, vous avez la redéfinition des frontières, vous avez les Hachémites du Hejaz qui se retrouvent à gouverner la Jordanie et l'Irak, vous connaissez toute cette histoire. Et dans ce jeu complexe, Ibn Saoud tire son épingle avec, on va dire, la bienveillance des Anglais, qui vont chercher à se rapprocher d'Ibn Saoud sans que... il n'y ait jamais aucun... Enfin, il n'y a pas de protectorat ni rien. Ibn Saoud, sa relation avec les Anglais reste quand même distante, mais il va recevoir un peu d'argent des Anglais à plusieurs reprises. Et les Anglais vont faire preuve à son égard d'une relative bienveillance, on va dire. Et en 1924, pour la deuxième fois, la Mecque et Médine tombent. Ce sera la chute finale de la Mecque et Médine, qui depuis sont restés dans l'escarcelle saoudienne et n'en sont jamais sortis. Donc 1924, c'est de nouveau la chute de la Mecque et Médine, et puis à la fin des années 20, l'Arabie saoudite va se
va conquérir un nouveau territoire, qui est ce qu'on appelle le Asir, qui est la région frontalière du Yémen, qui appartenait jusque-là au Yémen. Et les Yéménites, donc les Yéménites perdent cette région qui est conquise par cette Arabie saoudite moderne, naissante. Le Yémen, jusqu'à aujourd'hui, considère d'ailleurs que ce territoire lui appartient. Ça reste il y a un conflit frontalier avec le Yémen, puisque toute cette région du sud de l'Arabie, les Yéménites ont été contraints d'accepter la perte de ce territoire en 1934 par un traité qui était reconductible en fait pour 20 ans. Hein, et ce traité, il a été chaque fois reconduit pour 20 ans. Mais tous les pouvoirs yéménites ont toujours considéré que ce sud de l'Arabie en fait était fondamentalement yéménite et qu'il avait été volé par le grand voisin saoudien. Donc après toutes ces conquêtes, en 1932 finalement, Ah oui. Bon, vous m'en donnez 20 ? Donc en 1932 est proclamé finalement le royaume d'Arabie Saoudite. Abdelaziz, donc les frontières ont été fixées une fois pour toutes. Et Abdelaziz prend le titre de roi. Jusque-là, il était sultan. Okay, il était amir au XVIIIe siècle, il était sultan dans les années qui précédaient. Ce sont des titres islamiques traditionnels. En 1932, il prend le titre de roi. Ce qui est assez étonnant, puisque vous savez que les rois en islam n'ont pas bonne presse. Le Malek, c'est un des noms de Dieu. On ne peut pas porter un des noms qui est le nom de Dieu. Et quand on fait référence à des Malek dans la tradition islamique, ils ont plutôt vu comme de mauvais souverains. Le pharaon étant le Malek par excellence, quoi. Donc c'est intéressant que on voit chez Abdelaziz une vraie volonté en fait de se faire accepter par la communauté internationale pour dire les choses. Prendre le titre de roi, c'est dire je suis un membre légitime de la communauté des États et je suis un roi comme la reine d'Angleterre et comme les rois européens. Je ne suis pas différent. D'ailleurs, on verra que ce n'est pas le seul. Les autres temples de souverains dans le monde arabe feront la même chose pas très longtemps après. Le roi du Maroc en particulier, et d'Égypte, etc. Vous avez un certain nombre d'entre eux qui vont prendre le titre de roi pour cette raison. Parce que ça fait bien d'être un roi, c'est quand même plus sérieux que d'être un sultan. Mais c'est intéressant pour quelqu'un qui se revendique de l'islam en plus, hein, que justement, et d'ailleurs les oulémas vont protester. Il y a des protestations à l'époque, ils disent quand même, on ne peut pas s'appeler roi, mais il va passer outre. Et à partir des années 30, vous avez la découverte du pétrole. Parce que le pétrole, il est exploité à partir de 1933 par une compagnie qui s'appelle l'Aramco, Arab American Company, et donc avec le soutien des États-Unis. Et c'est le début de cette relation entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, à une époque où les États-Unis, en fait, sont complètement absents de la région. Il ne faut pas oublier que la porte d'entrée des États-Unis vers le Moyen-Orient, c'est l'Arabie Saoudite. Et le premier pays avec lequel les États-Unis ont entretenu des relations étroites, c'est l'Arabie Saoudite dans la région. Bien avant Israël, parce qu'Israël n'existe pas. Et d'ailleurs, les États-Unis n'entretiendront des relations étroites avec Israël qu'à partir de 1967. Donc vraiment, c'est l'Arabie Saoudite la porte d'entrée. Ibn Saoud est malin en vérité, parce qu'il a compris que finalement les puissances européennes étaient déclinantes, que s'il fallait un protecteur, il fallait plus tellement chercher du côté des Français ou des Anglais qui voyaient leur pouvoir décliner. Et d'ailleurs, la Seconde Guerre mondiale allait mettre fin à la mainmise européenne sur la région. Et donc lui a été d'une certaine manière visionnaire en se rapprochant de ce nouvel acteur, qui étaient les Américains. L'alliance avec les États-Unis, elle sera formalisée en 1945, au moment donc de fameux épisodes que certains d'entre vous connaissent, de la rencontre avec Roosevelt et Ibn Saoud. Roosevelt de retour de Yalta, qui fait un stop à Jeddah, voilà, sur le USS Quincy. Et donc les deux hommes se rencontrent et le contenu de ce qui se dit est en gros que les Américains assurent l'Arabie Saoudite de leur protection et les Saoudiens assurent les États-Unis de leur volonté de coopérer avec eux pour leur fournir du pétrole. On a une époque où l'économie américaine est en plein boom et donc elle a besoin d'énergie à des coûts relativement raisonnables et les Saouds s'engagent
à faire en sorte que ce soit le cas. L'économie américaine puisse compter sur un pétrole, sur un flux de pétrole constant et à des prix relativement bas. D'ailleurs, les Saoudiens, en fait, ont toujours été de très bons alliés des Américains sur les prix du pétrole, s'assurant toujours que les prix du pétrole ne montent pas trop. Se faisant d'ailleurs insulter par les nationalistes arabes pour la même raison, accusés d'être des agents des Américains. Au moment où les nationalistes arabes comptaient sur des prix du pétrole qui étaient censés monter, les Saouds étaient plutôt une force de contrôle des prix du pétrole. Donc, vous avez le pétrole qui entre en jeu. Par ailleurs, Ibn Saoud, pour contrôler son territoire, et au moment de cette reconquête, il a joué une stratégie qui est tout à fait classique, qui est celle des alliances matrimoniales. C'est-à-dire que, à mesure qu'il s'emparait de ce territoire qui était celui de ses ancêtres, pour sceller la mainmise de la famille Saoud sur le territoire, il va se marier avec des filles de toutes les tribus, en particulier des filles des cheikhs de toutes les tribus. Et donc, Ibn Saoud va se marier des dizaines et des dizaines de fois. Alors, 4 en même temps, parce qu'il n'a pas le droit à plus. Mais ce qui compte, en fait, c'est pas tant le mariage, c'est la procréation. C'est de leur donner des enfants. Les enfants incarnant l'alliance. Donc, il se marie avec une femme, il lui fait un enfant, et ensuite, il la répudie pour prendre une autre femme, dans une autre tribu. Alors, il n'y a pas que des mariages tribaux, il va aussi, Ibn Saoud est un homme à femme, donc il a aussi des concubines, etc. Mais quand on compte la totalité de ses mariages, on est au-delà de la centaine. Et donc, ça va produire en fait une progéniture tout à fait pléthorique, puisque Ibn Saoud va avoir plus d'une quarantaine de fils qui arrivent à l'âge adulte, autant de filles. Et quand je dis qu'il arrive à l'âge adulte, ça veut dire qu'en fait, il en a 2 fois plus, mais beaucoup d'entre eux meurent en bas âge, puisqu'il faut imaginer les conditions sanitaires de l'Arabie au début du XXe siècle. Donc, vous avez une progéniture relativement pléthorique qui incarne en fait tout ce réseau d'alliances, qui est un système assez génial, parce qu'en fait, ça permet à la famille Saoud, si vous voulez, de reproduire en son sein le système tribal saoudien. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous prenez les 40 fils, en fait, ils sont tous Saoud par leur père, mais tous représentant au sein de la famille d'une des tribus par leur mère. Quand vous allez, c'est une anecdote que je raconte parfois, pour vous donner un exemple, en 2004, j'étais à Riyad, et il y avait un cheikh, le cheikh d'une grande tribu qui s'appelle les Muntafir, qui sont entre l'Irak et l'Arabie, qui avait été tué en Irak dans les affrontements communautaires. Et donc cette tribu a toute une partie de ses membres en Arabie, et donc il y avait des majlis arza, c'est-à-dire des réunions pour présenter ses condoléances, qui étaient organisées partout, il y avait des membres de la tribu. Et à Riyad, j'étais avec justement un ami qui appartenait à cette tribu, et donc on va présenter nos condoléances. Et à Riyad, celui qui recevait les condoléances, en fait, c'était un prince de la famille Saoud dont la mère était de la tribu. Ce qui permet là encore à l'Arabie Saoudite finalement de encapsuler, je ne sais pas si en français on peut dire encapsuler, c'est un peu bizarre, mais d'intégrer en son sein le système tribal saoudien par ce réseau d'alliances. Le problème de tout ça, malgré tout, c'est que ça fait une famille pléthorique. Et Ibn Saoud, il était terrorisé par ce qui s'était passé en 1870, vous vous en souvenez. Le problème quand vous êtes trop nombreux, c'est que vous risquez de vous battre les uns avec les autres. Et en 1870, le deuxième État saoudien, il s'est justement effondré parce que 2 frères se sont battus pour le pouvoir. Donc l'obsession du roi Abdelaziz à la fin de sa vie, ça va être de créer un système politique qui permet de gérer la pluralité et d'éviter que les fils se battent les uns avec les autres. Et donc, l'histoire peut-être apocryphe, mais qui est racontée comme telle dans les sources saoudiennes, elle est la suivante. Abdelaziz, en 1953, il est sur son lit de mort. Et autour de lui, il rassemble tous ses fils. Et il leur dit, gouvernez ensemble et jamais les uns contre les autres. L'un d'entre vous portera le titre de roi, mais il ne sera que le premier entre ses pairs. Les décisions, vous les prendrez par consultation et par consensus, en faisant toujours attention à ne jamais exclure l'un d'entre vous.
Et pour bien inscrire ça dans les structures et dans les institutions de l'État, Ibn Saoud, il va prendre l'État saoudien naissant, puisqu'on est à une époque où en fait l'État est en train de naître en Arabie, l'État au sens moderne, on est en train de créer des institutions, des ministères justement, puis il y a l'argent du pétrole qui nourrit cette expansion de l'appareil étatique saoudien. Eh bien Ibn Saoud va prendre l'État saoudien comme un gâteau, et on va le couper en autant de parts qu'il y a de fils. Et on va leur donner chacun un morceau d'État. Donc, les ministères qui sont créés à l'époque se retrouvent tous sous la coupe d'un prince. Et plus vous êtes âgé, plus vous avez un ministère important. Les gouvernorats, c'est pareil. Il y a des gouvernorats importants, le gouvernorat de Riyad, le gouvernorat de la Mecque, qui se retrouvent là aussi sous la coupe de prince. Et donc, chacun hérite d'un ministère, d'un gouvernorat. On partage l'État entre princes. La règle étant donc que comme ça permet à chacun d'avoir un intérêt à la préservation de l'État, puisque chacun y est associé. Et le titre de roi est porté de manière un peu cérémonielle par l'un des princes, donc le plus âgé. Quand il meurt, on passe à celui qui est après lui dans la pyramide des âges. Mais ce titre n'est que cérémoniel, puisque les décisions se prennent au sein de la famille, par consensus, au sein de ce qu'on appelle le conseil de famille. Et donc, et en plus, chacun ayant à sa disposition un morceau d'État, de cette manière, chacun a un pouvoir de blocage. Hein. C'est ça aussi l'idée. Donc vous avez une structure qui est assez originale, hein, de gouvernement collégial, qui va mener très vite en fait, à une hyperinflation de l'appareil étatique, puisqu'en fait, et c'est ça qui est assez fascinant dans l'État saoudien, l'appareil étatique ne naît pas en réponse à des nécessités administratives ou bureaucratiques, il naît en réponse à des nécessités politiques. Je vous donne un exemple que mon collègue Stephen Hertog, qui a travaillé justement sur cette période-là, raconte, que je trouve très drôle. Il vous explique comment, au début des années 50, au milieu des années 50, on va diviser le ministère de l'aviation en deux ministères, le ministère de l'aviation militaire et le ministère de l'aviation civile, parce qu'il y a deux princes, donc il faut que chacun ait un ministère, alors qu'il n'y a pas d'aviation civile en Arabie. Mais le but du jeu, c'est que chacun ait une institution. Et du coup, ça devient en fait des fiefs où chacun entretient ses réseaux et sa clientèle. Ce qui veut dire qu'en fait, tous ces ministères ne naissent pas pour répondre à des nécessités administratives, ils naissent pour répondre à la nécessité de donner à chacun un morceau d'État pour recevoir une partie des ressources de l'État et pour entretenir sa clientèle, ses affidés, pour s'en servir comme une base de pouvoir. Tout ça étant possible parce que vous êtes un État entier. C'est-à-dire que précisément parce que l'argent vient du ciel, d'une certaine manière, vous n'avez pas à vous soucier de comment produire les revenus, puisqu'ils vous arrivent directement et vous n'avez qu'à vous soucier de la manière de les redistribuer. Et donc tout ça est possible. Vous n'avez pas d'exigence de rationalité administrative ou économique. Le but d'un État, en général, c'est justement d'arriver à gérer le pays et à produire des ressources. En Arabie, c'est pas ça. Puisque les ressources, elles sont déjà d'emblée acquises. Donc du coup, vous avez cet État qui va devenir, en fait, qui va enfler autour de tous ces fiefs et qui devient une sorte de léviathan, une sorte de mastodonte où beaucoup de gens, en fait, sont surtout là pour des raisons de redistribution de la rente ou de clientélisme avec les uns et les autres, et effectivement, qui est parfaitement inefficace. Ce système, donc, il va perdurer, et le pouvoir va se transmettre de frère en frère. Et donc tous les rois qui ont gouverné l'Arabie Saoudite depuis 1953 sont tous des frères. Saoud, le premier, qui gouverne jusqu'en 64, puis Faisal jusqu'en 75, puis Khaled jusqu'en 82, puis Fahad jusqu'en 2005, puis Abdallah jusqu'en 2015, et finalement Salman, qui est le roi actuel. Ils sont tous frères. Le problème de ce système, c'est qu'il ne peut marcher qu'à deux conditions. La première, c'est que vous ayez un groupe identifié de gens qui participent à la prise de décision. Dans un premier temps, ils sont une quarantaine, on a dit. Et donc, c'est relativement facile. Vous faites un conseil de famille, vous avez la quarantaine, vous avez le groupe entre lesquels le pouvoir se transmet, tout est assez clair. Le problème, c'est qu'est-ce que vous faites quand cette génération arrive à expiration?
Parce que là, il y a un moment où il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on fait ensuite. Le roi Salman est le dernier prince influent parmi les fils d'Abdelaziz. Il n'y en a plus après lui. Il y en a 3 autres, mais pour des raisons diverses auxquelles je ne vais pas entrer, ils ne sont pas considérés comme étant des candidats valides. Effectivement, il y a un moment où, et puis le roi Salman, il est octogénaire, donc on arrive à un moment où vous avez des princes qui sont vieillissants et il faut passer à la génération suivante. Il faut imaginer un système qui permette de transmettre le pouvoir, non plus aux fils, mais aux petits-fils. Le problème, c'est que les fils étaient une quarantaine, les petits-fils, ils sont des centaines. Chacun aussi a... Et ils ont reproduit le schéma paternel. Enfin, un certain nombre d'entre eux se sont mariés plusieurs fois, ont eu des enfants en nombre pléthorique, et donc vous avez un système qui devient ingérable. Au sein d'une famille qui comporte aujourd'hui des milliers de membres, sinon des dizaines de milliers. Donc ça devient aussi de plus en plus ingérable au sens du nombre. Par ailleurs, ce système, il fonctionnait bien quand vous aviez la rente qui tombait. C'est de certaine manière, là encore, ce qui permettait in fine de maintenir la paix entre les uns et les autres, c'était qu'en fait les ressources étaient nombreuses. Vous aviez des revenus, en particulier après 73 et le boom pétrolier, vous avez plus de dollars que vous ne pouvez en rêver. Donc chacun a sa part. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la population a considérablement augmenté. Vous êtes dans un pays qui compte 25 millions d'habitants aujourd'hui, plus 7 millions d'étrangers. Alors qu'à la fin des années 60, vous aviez 4 millions de Saoudiens. Donc vous voyez quand même la population s'est augmentée de manière exponentielle. Donc vous avez beaucoup plus de gens à satisfaire et vous avez des revenus qui ont plutôt tendance à diminuer parce que les prix du pétrole qui ont pu être très hauts dans les années 2000 et surtout dans les années 70, mais de nouveau dans les années 2000, aujourd'hui ils sont plutôt bas. Et ils sont bas depuis un certain nombre d'années en fait. Donc, il faut que j'arrive à Mohammed Ben Salman quand même. J'y arrive. Donc ils sont bas depuis un certain nombre d'années. Donc vous êtes dans une crise qui est à la fois une crise économique, puisque vous n'avez plus les revenus qui permettent de maintenir un système extrêmement coûteux. Et puis vous avez une crise politique et générationnelle qui fait que ce système, il marche très bien pour une génération, mais il faut imaginer comment on va le faire perdurer après une génération. Certains ajouteront que vous êtes dans une crise qui est une crise de gouvernance. C'est-à-dire que le problème de ce système aussi, c'est qu'il est fondamentalement inerte. C'est-à-dire que quand toute prise de décision doit se faire par consensus entre 40 personnes, qui toutes ont des intérêts différents et des moyens de blocage, généralement, en fait, personne ne prend de décision. Et donc l'Arabie Saoudite est un pays qui, justement, était plutôt, jusqu'en 2015, considéré comme un pays très mou dans sa prise de décision, incapable d'appliquer des réformes en interne, parce qu'il y avait trop d'intérêts en jeu. D'autant qu'on va y revenir, mais ce n'est pas simplement les princes, mais vous avez aussi les oulémas, qui sont les héritiers du pacte fondateur, qui ont aussi leur mot à dire. Je reviendrai sur ça dans la deuxième partie. Et vous avez les hommes d'affaires qui se sont nourris avec la rente et qui ont aussi leur mot à dire. Et donc c'est un système qui au-delà de toutes les factions familiales, implique un très grand nombre d'acteurs. Et c'est extrêmement compliqué d'arriver à prendre une décision dans un système aussi complexe, où il y a tellement de gens qui sont impliqués. Par ailleurs, au niveau régional, c'est pareil. C'est-à-dire que le diagnostic qu'un certain nombre faisait, c'est que l'Arabie Saoudite était aussi en perte de vitesse au niveau régional parce que elle se faisait doubler par l'Iran en particulier parce qu'elle n'était pas capable de prendre des décisions. Elle n'était pas capable de réagir à ce que les Saoudiens considèrent comme un expansionnisme iranien qui s'affiche partout contre leurs intérêts. Mais là encore, c'est trop difficile de prendre une décision. Trop d'acteurs impliqués. C'est donc pour essayer de répondre à toutes ces crises qu'apparaît en 2015 la personnalité de Mohammed Ben Salman. En fait, ça va être ça c'est le discours de Mohammed Ben Salman en 2015. Mohammed Ben Salman, il est le fils préféré du roi Salman, c'est-à-dire du roi actuel, le dernier des fils d'Abdelaziz. Et le roi Salman, il va utiliser cette position qui est la sienne de dernier prince de la première génération pour décider de réinventer le système à sa manière, en imposant ses choix. En jouant du fait qu'il est le dernier des Mohicans, donc il n'y a plus personne en vérité de sa génération pour le contredire,
Et donc il va faire des choses qui sont complètement inhabituelles dans l'Arabie telle qu'on la connaît depuis 60 ans, à commencer par promouvoir son propre fils, d'abord au poste de vice-prince héritier, puis au poste de prince héritier, qui est le sien actuellement, donc, Mohammed Ben Salman. D'abord un de ses plus jeunes fils en plus, puisque Mohammed Ben Salman, il a une petite trentaine d'années, et Salman, il a des enfants qui ont 20 ou 30 ans de plus. Et il choisit celui-ci parce qu'il est visiblement très attaché à celui-ci. Aussi parce qu'en fait, il est resté à ses côtés tout le temps. Il n'a pas étudié à l'étranger, Mohammed Ben Salman. Donc il n'est pas parti. Il est resté dans les jupes de son père. Et donc, ou dans les dijdacha de son père. Et donc d'une certaine manière, il y a un lien assez fort entre eux, visiblement. Salman, d'ailleurs, explique que si c'est le mieux formé, c'est parce qu'il a vu son père gouverner. Il a appris à gouverner par la proximité physique avec son père. Et donc, il va choisir ce fils. Et le faire monter dans l'appareil en très peu de temps et lui donner de plus en plus de pouvoir. Alors, par ailleurs, Mohammed Ben Salman est lui-même très ambitieux. Et donc, il va prendre ce pouvoir et il va lui-même chercher à en user et en abuser. Au point de mettre à bas, en fait, tout l'édifice que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe depuis 4 ans, c'est une transformation radicale du système saoudien. Pourquoi? Parce que Mohammed Ben Salman, alors, il arrive avec cette rhétorique, donc je l'ai dit, il faut tout changer, parce que le système politique coûte trop cher, on est trop nombreux à profiter. Il y a un discours presque populiste chez Mohammed Ben Salman qui est assez fascinant, sur le mode l'élite corrompue. Les intérêts du peuple contre l'élite, il y a un truc très trumpien chez Mohammed Ben Salman. Lui-même est évidemment l'élite par excellence, il est le fils du roi. En fait, il va jouer en disant, dénoncer la corruption, vous vous souvenez de la fameuse purge de la fin 2017, où il va se retrouver à mettre un certain nombre de ses oncles, il va mettre ses oncles en prison, fin 2017. Et en apparaissant sur toutes les télés pour expliquer l'État rentier ne fonctionne plus, on n'a plus d'argent, il faut changer de modèle économique, et il faut réformer l'État, et en particulier donc le libérer de ce poids mort qui est celui de cette élite qui s'est nourrie sur la bête pendant trop d'années. Et donc il va utiliser cette rhétorique qui est une rhétorique plutôt vertueuse en fait au départ. Effectivement, tout le monde reconnaît que l'Arabie Saoudite, c'est un État pléthorique dont l'essentiel des gens ne font strictement rien. L'essentiel des gens reconnaissent qu'il y a une corruption absolument généralisée en Arabie. Donc tout le monde, ça, ok, ça c'est d'accord. Simplement, lui, il va utiliser cette rhétorique-là pour dire il faut tout changer, et donc, en retour, se donner les moyens d'imposer son propre pouvoir contre tous les autres. Et donc c'est ça qui est intéressant chez Mohammed Ben Salman, c'est qu'il y a à la fois une opération de réforme radicale de l'État, mais en fait qui est la condition d'une prise de pouvoir. Et donc, au nom de la lutte contre la corruption, au nom de l'efficacité administrative, il va petit à petit exclure tous ceux qui jusque-là étaient associés au pouvoir. Donc toutes les autres factions de la famille royale, parce que je vous avais dit que l'État était un gâteau où chacun avait son fief, et bien depuis 2015, vous avez une politique qui consiste en fait à reprendre un à un les fiefs aux autres branches de la famille et à placer des affidés aux différents postes, à exclure aussi, on va y revenir, le clergé qui jusque-là était associé à la prise de décision, à exclure le clergé de la prise de décision, à casser les hommes d'affaires qui s'étaient enrichis par la rente et donc qui se vont se retrouver aussi pour toute une partie d'entre eux dans la grande purge du Ritz-Carlton de la fin 2017. Donc il y a une volonté de casser un système qui était fondamentalement horizontal, qui était construit sur une prise de décision horizontale et sur une forme de collégialité, le casser au profit d'un système qui se veut vertical, avec une centralisation des pouvoirs entre les mains d'un seul homme, et donc une verticalité qui est justifiée par Ben Salman et par ses partisans, par la nécessité d'une efficacité, la nécessité de la réforme, en disant on ne peut plus attendre. On a l'Iran à nos portes et notre économie qui s'effondre. Il faut se donner les moyens de prendre des décisions. On ne peut pas être bloqué par tous ces intérêts à prendre en compte, comme c'était le cas par le passé. Il faut être rapide, efficace et puissant. Et donc c'est ça qui va d'une certaine manière justifier cette prise de pouvoir, qui se fait donc avec une certaine brutalité, à la fois à l'égard de tous ceux qui
sont des obstacles à son pouvoir au sein de la famille et ailleurs. Il est aujourd'hui unanimement détesté par sa famille, puisqu'il les a tous mis au rencard. Mais aussi à l'égard de tous ceux qui, dans la société, voudraient protester. Y compris d'ailleurs quand ils sont dans des consulats à l'étranger. Donc il y a aussi il y a quelque chose d'extrêmement brutal dans cette transformation de l'État saoudien. Donc on a un système politique qui est en train de se transformer. Et je pense que c'est ça qu'il faut voir. C'est que Mohammed Ben Salman, c'est pas simplement... souvent, quand on ne connaît pas tout ce que je vous ai expliqué, on a l'impression que finalement c'est un nouvel épisode de même histoire. On a des princes qui se battent les uns avec les autres, puis on a un nouveau. En fait, là, ce qui se joue, c'est pas simplement la personnalité, c'est le système. C'est la structure du système politique. Et ce qui est en train de changer en Arabie, c'est la structure du système politique. Je vais m'arrêter là, du coup. Il y aura d'autres choses à dire, mais comme je suis en retard. Merci beaucoup pour cette première intervention fort intéressante et enrichissante. Est-ce qu'il y a des questions donc, directement pour monsieur Stéphane Lacroix donc, par rapport à cette première partie, sachant qu'après la place du religieux sera traitée en seconde partie? Bonjour, merci beaucoup pour cette intervention. Du coup, ma question, ce serait... Enfin, je ne sais pas si ça coupe la deuxième partie ou pas, mais... C'est un peu sur le religieux, mais en fait, c'est juste pour savoir, avec la libéralisation qu'il entreprend un peu au niveau de la religion, est-ce qu'on pourrait avoir un abandon du système moabite en Arabie Saoudite, ou ça serait totalement impossible ou... Je vais répondre à la deuxième partie. D'accord. Tout de suite, je vais cacher le suspense. Bonjour, merci. Je me demandais, avant l'alliance avec le prédicateur religieux, est-ce que la famille Saoud aurait pu obtenir, donc avec les razzias, un degré d'influence et de puissance semblable à celui qu'elle a eu après l'alliance? En fait, quel était, on va dire, son plafond maximal sans cette alliance? Merci. Je vais vous répondre. Et puis n'hésitez pas à poser des questions, parce qu'effectivement, j'ai peu abordé le volet international, je sais qu'il vous intéresse. Parlez-moi de l'Iran, parlez-moi de ces choses-là, je vous en parlerai aussi au retour. Je sais que ça vous intéresse. Trump, l'Iran, tout ça, j'ai pas eu le temps, mais dans les questions. Je vais répondre à votre question, mais juste pour la suite, si vous voulez. Ça, c'est des choses qui rentrent bien dans cette première partie. On peut parler de tout ça. Pour votre question, probablement non. C'est-à-dire que ce qui est assez génial, en fait, c'est que vous étiez dans une zone où, en vérité, il n'y a jamais vraiment eu d'État. C'est-à-dire que jusqu'ici, les États se constituaient sur des bases tribales. C'était des confédérations tribales, qui n'étaient en fait pas vraiment des États, qui étaient des structures un peu lâches, où le chair des tribus, il y avait des alliances de tribus, et puis donc le chair de la confédération qui exerçait une forme d'autorité sur ces tribus alliées, on va dire. Mais c'était des alliances qui étaient relativement fragiles et qui au mieux pouvaient perdurer quelques années, peut-être quelques décennies, mais qui finissaient toujours par éclater, puisque dans le système tribal, il est extrêmement difficile, enfin, c'est un système très instable, le système tribal. Hein, et vous avez des jeux de... vous connaissez moi contre mon cousin... non, c'est moi contre mon frère et moi contre mon cousin et moi contre nos ennemis. Et donc on est dans des jeux comme ça, vous aviez des stratégies vous avez des luttes qui naissaient et qui remettaient en cause chaque tentative d'essayer de créer un système un peu centralisé avant la famille Saoud. Donc le génie de la famille Saoud, en fait, entre guillemets, ça a été de trouver cette espèce d'identité supratribale, et celle de l'islam, authentique, du wahhabisme, comme un islam particulier qui donne une identité au-delà du simple référent islamique, une identité particulière, qui permet justement d'unifier durablement des tribus qui jusque-là, en fait, n'avaient rien en commun, se battaient plutôt les unes avec les autres, entretenaient des rapports plutôt conflictuels. Donc justement, je pense que la religion, c'est le ciment dans tout ça. Et sans la religion, effectivement, vous avez l'État saoudien probablement n'aurait... une expérience étatique de ce genre-là n'aurait pas pu voir le jour, surtout au XVIIIe siècle. Où là, on est dans un monde pré-moderne où de toute façon, il n'y a pas d'autres référents possibles. Peut-être qu'au XXe siècle, on peut imaginer
On va y revenir. Et je reviendrai un peu dans la deuxième partie. Le pari de Mohammed Ben Salman, c'est qu'on peut remplacer l'islam par le nationalisme saoudien. Parce que tout le grand truc de Mohammed Ben Salman, c'est de faire du nationalisme saoudien. Donc un référent relativement séculier, de dire l'Arabie saoudite d'abord, d'aller jusqu'à dire des trucs. Vous avez vu voir à cette interview, Mohammed Ben Salman dit en gros, la Palestine, on n'en a pas grand-chose à faire parce que nous, les Saoudiens, on défend les intérêts des Saoudiens, les Palestiniens qu'ils se débrouillent. Ce qui est quand même, voilà, pour un souverain saoudien, assez pas piqué des verres, quoi. Et donc, enfin voilà, quoi. Donc, il remet en cause ça. Peut-être ça peut marcher aujourd'hui, j'en sais rien, parce qu'effectivement, le nationalisme est un autre référent. Mais au XVIIIe siècle, il n'y a que la religion qui pouvait offrir ce ciment-là. Donc, l'intelligence des Saouds, ça a été d'utiliser ce référent religieux pour construire cet État qui n'aurait jamais vu le jour sans, probablement, oui. Bonjour, merci pour votre intervention. J'avais une question du coup sur l'alliance avec les États-Unis. Je voulais savoir, c'est dans quelle mesure l'affaire Khashoggi et plus largement la prise de pouvoir de MBS a fragilisé l'alliance avec les États-Unis. Enfin, on en avait entendu parler avec les mesures que voulait prendre le Sénat, et puis ça avait l'air la pression avait l'air d'avoir un peu retombé. Du coup, je voulais savoir quelle était la situation aujourd'hui. Est-ce que ça avait vraiment fragilisé l'alliance? Merci. Merci. Alors, avec les États-Unis, de toute façon, l'alliance est solide parce qu'il y a des intérêts en commun depuis longtemps. Donc, on est quand même dans un modèle qui est assez solide. Donc, ça fait régulièrement, on nous explique que l'alliance, déjà après le 11 septembre, tout le monde avait déjà dit l'alliance est ébranlée. En fait, non. Les relations elles s'inscrivent dans une histoire relativement longue et il y a des imbrications d'intérêts qui vont quand même très très loin entre l'Arabie et les États-Unis. Maintenant, pour revenir un peu en arrière et arriver à votre question, c'est vrai que c'était sous la période Obama en fait que l'alliance a un peu souffert. Les Saoudiens détestent Obama, ont haï Obama parce que Obama, de leur point de vue, avait une position trop favorable à l'Iran. Les Saoudiens étaient radicalement opposés au JCPOA, à l'accord nucléaire avec l'Iran, que eux considéraient comme un blanc-seing pour l'Iran, puisque ça ne remettait pas du tout en cause les ambitions régionales, en particulier de l'Iran. Ça ne parlait que de nucléaire, et donc ça normalisait l'Iran, alors même que du point de vue des Saoudiens, il fallait à tout prix mettre un terme à l'expansionnisme de l'Iran dans la région, que ce soit en Irak, au Liban, au Yémen, etc. Donc les Saoudiens voyaient finalement le JCPOA comme une trahison des États-Unis à leur égard. Et Obama était vraiment perçu en Arabie comme étant le traître, celui qui avait poignardé dans le dos un allié de 70 ans pour une chimère qui était celle d'une réintégration de l'Iran au jeu international. Donc les Saoudiens en voulaient beaucoup à Obama. Du coup, les Saoudiens étaient très pro-Trump. Et on sait aujourd'hui, aussi dans les Saoudiens, mais aussi les Émiriens, aujourd'hui d'ailleurs dans les scandales que vous avez vus où Trump a beaucoup de scandales, mais il est en train de sortir aussi que visiblement les Émiriens ont financé en partie sa campagne électorale. Et les Saoudiens étaient très favorables à Trump, parce que Trump était anti-iranien. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui plaisait aux Saoudiens, c'était les grandes diatribes anti-iraniennes de Trump. Donc ils ont tout fait pour faire monter Trump au pouvoir. Et une fois Trump arrivé, en fait, les choses se sont beaucoup mieux passées qu'avec Obama, au départ. D'autant que les Saoudiens, et en particulier MBS, ont essayé de nouer une relation personnelle avec Trump, et en particulier avec le gendre de Trump. Jared Kushner était venu à Riyad plein de fois, il entretient une relation d'amitié personnelle, visiblement, avec MBS. La blague qui circulait à Riyad en 2017, c'était que, vous savez qu'il y a MBS, donc Mohammed Ben Salman, il y a Mohammed Ben Zayed des Émirats, MBZ, et il y avait Mohammed Ben Kushner, MBK. C'était le troisième de la bande, en fait. Ils font des affaires ensemble, et ils se retrouvent, ils discutent, ils ont le même âge, etc.
Donc, effectivement, le MBS a essayé de jouer à la fois sur la relation personnelle avec Jared Kushner, et puis avec Trump, qui, vous vous souvenez de ce sommet complètement délirant où il a été reçu à Riyad en 2017. Et Trump a été reçu comme un empereur. C'est extraordinaire, avec un portrait de 50 mètres de haut. Enfin, je veux dire, les Saoudiens ont compris comment parler à Trump, en fait. Aux folies des grandeurs de Trump. Ils l'ont reçu avec... Et puis voilà, il y a la fameuse photo des maîtres du monde à laquelle Jean-Marc fait référence. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu ce centre qu'ils inauguraient à Riyad. Alors, il y a une sorte de globe qui brille et ils ont tous les trois une main sur le globe. Vous avez vu cette photo? Il y a Salman, Trump et Sisi. Et voilà, déclaration de Qatar au même moment. Enfin, donc on est dans un truc un peu délirant. Mais ils sont persuadés d'avoir Trump de leur côté. C'est aussi d'ailleurs pour ça que Mohammed Ben Salman va faire n'importe quoi. Parce qu'en fait, il est persuadé que Trump, de toute façon, le suivra. Donc, on n'a pas mentionné le conflit avec le Qatar et la déclaration de boycott du Qatar, qui, en fait, est quelques mois après la visite de Trump à Riyad. Mais en fait, les Saoudiens sont persuadés qu'ils ont Trump dans la poche, donc qu'ils ont l'État américain dans la poche. Et ça, c'est l'erreur des Saoudiens, c'est de confondre Trump et l'État américain. C'est-à-dire de considérer que les États-Unis, en fait, c'est une monarchie du Golfe, en gros, quoi. Quand vous avez le chef avec vous, vous avez l'État avec vous. Et parce que du coup, quand ils déclarent le boycott du Qatar, ce qu'on sait à peu près aujourd'hui, c'est qu'en fait, les Saoudiens préparent une invasion militaire du Qatar avec les Émiriens et sont persuadés qu'en fait, les Américains vont laisser faire parce que Trump est d'accord. Et en fait, très vite, les choses ne vont pas se passer comme ils le voulaient. Un, parce que certes, Trump tweet immédiatement en faveur des Saoudiens et des Américains contre les Qataris. Donc ils ont un tweet de Trump. Mais ils ont oublié qu'en fait, il y avait des adultes autour de Trump, qu'il y avait Mattis en particulier, et qu'il y avait Tillerson, et voilà, et qu'il y a des gens autour qui immédiatement représentent l'État américain. Les Américains, ils ont une base militaire au Qatar, donc ils n'ont aucun intérêt à voir le Qatar tomber, et qu'immédiatement, en fait, on va voir se mettre en branle une deuxième logique, derrière Trump, qui est celle de calmer le jeu et de dire aux Saoudiens, ligne rouge, vous bougez pas. Et puis les Turcs, très vite, saisissent l'opportunité, envoient leurs troupes sur une base qui avait déjà été prévue par le passé, depuis quelques années, mais là, et donc ça va échouer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il fait ça parce qu'il pense que parce qu'il a Trump, il a les États-Unis. Et on voit de plus en plus en fait le décalage entre les deux, pour terminer sur votre question depuis Khashoggi. Parce que Trump continue de le soutenir, et l'establishment américain est vent debout contre Mohammed Ben Salman. Et d'une certaine manière, ce qui est extrêmement dangereux pour Mohammed Ben Salman, c'est que, aussi du coup, ça devient un enjeu de politique américaine. C'est-à-dire que Trump est allé tellement loin dans le soutien à Mohammed Ben Salman, qu'aujourd'hui, quand on fait de l'anti-Trump, on fait de l'anti-Arabie Saoudite et de l'anti-MBS à Washington. Donc en fait, il a lié son destin d'une certaine manière à celui de Trump, mais du coup, il a hérité de tous les ennemis de Trump, qui tapent sur Mohammed Ben Salman pour taper sur Trump. Donc ça veut dire que, effectivement, pour le moment, ça tient tant qu'il y a Trump, qui le protège. Vous avez vu ce communiqué absolument délirant de Trump, la Maison-Blanche, où au moment où il y a toutes les révélations de l'affaire Khashoggi, et où la Maison-Blanche dit de toute façon on continuera à entretenir une relation étroite avec l'Arabie Saoudite. Et dans ce premier paragraphe, il dit de toute façon on ne sait pas s'il a tué Khashoggi. Maybe he did, maybe he didn't. Donc, en gros, mais ce n'est pas la question, de toute façon nous on est des amis de l'Arabie. Donc c'est très, très étonnant. Mais voilà, mais vous avez raison, c'est-à-dire que le vrai risque, en fait, il n'est pas tant dans l'administration Trump, qui à mon avis va rester proche de l'Arabie pour plein de raisons, mais il est dans l'establishment politique américain qui, lui, est en train de connaître une transformation assez profonde. Parce que jusque-là, les Saoudiens avaient quand même des alliés dans l'establishment. Et le paradoxe aujourd'hui, et je terminerai sur ça, c'est que les derniers alliés de l'Arabie aux États-Unis, c'est l'AIPAC. C'est le lobby pro-israélien. C'est ça qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les derniers à défendre l'Arabie à Washington sont les Israéliens. Parce que, justement, il a pris des positions assez pro-israéliennes, évidemment, au nom d'une alliance contre l'ennemi commun, c'est-à-dire l'Iran. Et donc, il y a un rapprochement entre l'Arabie et Israël qui est tout à fait... qui était inimaginable encore il y a quelques années. Les Israéliens sont absolument ravis, puisque ça leur donne quand même un allié arabe de poids dans la région. Et aujourd'hui, ce sont eux qui, à Washington, activent tous leurs relais pour essayer de protéger Mohammed Ben Salman. Donc, si on m'avait dit un jour, il y a 5 ans, que ce seraient les Israéliens qui seraient la bouée de sauvetage des Saoudiens à Washington, enfin, je veux dire, il y a aussi des choses tout à fait étonnantes qui se passent aujourd'hui. Voilà.
Merci. Moi, je voulais savoir si c'était possible que vous nous expliquiez un peu plus sur l'origine des rivalités entre justement l'Arabie Saoudite et l'Iran. Merci. Alors, avec l'Iran, c'est une histoire de... C'est vraiment la révolution islamique, en fait, qui est le début de la rivalité. Donc, c'est toujours intéressant parce que oublier l'idée que c'est simplement une histoire de sunnites et de chiites, comme vous lisez dans les articles trop vite écrits dans les médias, parce qu'en fait... oui, enfin, je veux dire, il y a les sunnites et chiites, c'est effectivement deux groupes confessionnels différents qui ont des relations fluctuantes au cours de l'histoire, mais c'est pas ça qui structure la rivalité. Enfin... sous le Shah d'Iran, les relations avec l'Arabie, entre l'Arabie et l'Iran sont bonnes, avant 79. C'est plutôt de bonnes relations. Ils sont tous les deux pro-américains, ils sont tous les deux dans le même camp dans la guerre froide, ils ont tous les deux les mêmes ennemis. Donc, sous Faisal, en fait, ils s'aiment bien avec le Shah. C'est pas une histoire de... C'est vraiment la révolution islamique qui va déclencher un processus. Parce que Khomeini, en fait, veut, en 79... fonder un islam révolutionnaire qui s'oppose frontalement à ce qu'il appelle l'islam conservateur, dont pour lui l'Arabie Saoudite est le parangon. Et d'ailleurs il tape sur l'Arabie Saoudite en expliquant que c'est l'islam conservateur pro-américain. Et Khomeini a des déclarations incendiaires sur l'Arabie où il parle de reprendre la Mecque et Médine au valet des Américains, etc. etc. Donc, et d'ailleurs, ce qui va particulièrement effrayer les Saoudiens, c'est que dans cette opposition entre l'islam révolutionnaire et l'islam conservateur que construit Khomeini et que construisent ses partisans en Iran, au départ, on ne parle pas de sunnites et de chiites. Toute la première rhétorique d'exportation de la révolution iranienne, elle consiste à ne pas présenter la révolution iranienne comme une révolution chiite. C'est une révolution islamique qui s'adresse à tous les musulmans. Et ce qui va particulièrement faire peur aux monarchies du Golfe, c'est que la révolution iranienne inspire des sunnites aussi. Alors ça va pas être tout à fait le cas, puisque l'essentiel des mouvements qui vont s'inspirer de la révolution iranienne en fait sont plutôt chiites, comme le Hezbollah en Iran ou le Conseil suprême de la révolution islamique en Irak. Mais dans un premier temps, il y a chez Khomeini la volonté aussi d'inspirer le monde sunnite, d'inspirer le monde islamique par-delà ces divisions. Et donc ça va faire que des monarchies comme l'Arabie Saoudite vont se sentir attaquées par ce nouvel ennemi qui utilise l'islam comme elle, qui dans un premier temps en tout cas parle un langage relativement œcuménique, donc s'adresse aussi à leur sujet, et ce qui va d'ailleurs faire que les Saoudiens vont beaucoup jouer sur l'antichéisme en fait, du wahhabisme à ce moment-là, pour essayer de contrer l'influence iranienne. C'est-à-dire que l'exportation du wahhabisme, et en particulier de la variante très anti-chiite du wahhabisme, sert aussi à vacciner les sunnites contre toute influence iranienne. Enfin, mais voilà, si vous voulez, c'est vraiment ça au départ. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez une Arabie qui voit l'Iran comme étant une menace existentielle, qui est persuadée depuis 40 ans que les Iraniens veulent les tuer, veulent les envahir, veulent prendre la Mecque et Médine. Il était courant, il y a 10 ans, d'entendre les Saoudiens à Riyad vous dire que de toute façon, si l'Iran avait la bombe atomique, ils l'enverraient sur Riyad avant de l'envoyer sur Tel Aviv. Les Saoudiens étaient persuadés que c'était pour eux la bombe atomique, c'était pas pour les Israéliens. Donc il y a une sorte de paranoïa à l'égard des Iraniens. Et ce qui va ajouter à la paranoïa, en fait, et je terminais sur ça, c'est que en fait, ils sont persuadés que les Iraniens sont en train de les encercler. Il y a un complexe obsidional par rapport à l'Iran. Parce que, en fait, quand vous regardez les événements des 15 dernières années, vous avez l'Iran qui, après 2003, accroît son influence en Irak. La Syrie, qui depuis les années 80 est un allié de l'Iran. Après 2006, le Hezbollah au Liban, qui gagne en puissance. Au Bahreïn, depuis les années 80, la présence de militants pro-iraniens, pro-khomeïnistes, et en particulier, en disant qu'en 1980, il y avait une tentative de coup d'État au Bahreïn, menée par des pro-iraniens. Donc vous avez tout le nord, qui est du point de vue saoudien, pro-iranien. Vous avez le Bahreïn, qui est sur leur côte est, qui est une base potentielle de l'Iran. À la fin des années 2000, vous avez l'insurrection Houthi au Yémen, que les Saoudiens lisent immédiatement comme une insurrection pro-iranienne, alors que c'est plus compliqué que ça, et que n'importe quel spécialiste du Yémen vous expliquerait qu'en fait, au départ, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'Iran.
c'est plutôt une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire à force de les accuser d'être des pions de l'Iran, de fait, ils vont le devenir. Mais c'est pas vraiment le cas au départ, c'est plutôt une histoire yéméno-yéménite au départ. Aussi. Mais vu d'Arabie, c'est immédiatement une histoire d'Iran. Donc c'est l'Iran qui, après nous avoir mis la pression par le nord, nous met la pression par le sud. Et pour aller même plus loin, quand Morsi prend le pouvoir en Égypte, en fait, la grande frayeur des Saoudiens avec les frères musulmans, c'est que les frères musulmans ne sont pas assez sectaires pour les Saoudiens. Ce qui embête beaucoup les Saoudiens avec les frères musulmans, c'est que les frères musulmans, ils n'ont pas de problème fondamental avec les chiites. Au nom de l'objectif commun qui est l'islam politique et l'État islamique, etc., les frères musulmans ont toujours entretenu d'assez bonnes relations avec l'Iran. En 1979, ils sont allés féliciter Khomeini. En 2006, pendant la guerre contre Israël, ils ont pris immédiatement position du côté du Hezbollah. Donc c'est pas qu'ils entretiennent des liens très étroits avec l'Iran, mais ils n'ont pas de rejet de principe, les frères musulmans, d'une relation cordiale avec l'Iran. Et donc du point de vue des Saoudiens, quand Morsi est au pouvoir en Égypte, c'est la promesse d'une Égypte qui à terme va dériver vers l'Iran. Comme Saoudiens me disaient à l'époque, les frères musulmans, s'ils ont le choix entre la solidarité sunnite et la solidarité islamiste, ils choisiront la solidarité islamiste. Et donc, du point de vue des Saoudiens, c'est la fin de l'encerclement en fait. C'est-à-dire ils ont les Iraniens au nord, les Iraniens au Bahreïn, les Iraniens au sud, et maintenant l'Égypte qui va sombrer à terme si Morsi reste au pouvoir dans le camp iranien. Ce qui est une des raisons principales pour lesquelles les Saoudiens vont s'acharner sur Morsi. Et le coup d'État de juillet 2013, il doit aussi très largement à l'action de l'Arabie Saoudite et des Émirats qui en amont en fait vont travailler avec l'armée égyptienne pour renverser Morsi. Donc cette question de l'Iran, elle est fondamentale dans la manière dont ils perçoivent la région en fait. Tout en Arabie Saoudite, pour eux c'est un jeu à somme nulle quoi. Il faut qu'ils essayent de voir comment l'Iran va pouvoir utiliser chaque crise et comment eux au contraire vont pouvoir utiliser chaque crise pour diminuer l'influence de l'Iran. C'est vraiment leur grille de lecture dominante de la région. Je me demandais, est-ce que la conquête pour la reprise de Riyad et Médine dans les années 20, est-ce qu'elle a été vue par les puissances régionales et internationales comme une tentative de libération, donc de reprise de ce qui appartenait aux Saouds, ou ça a été perçu comme une éventuelle menace face à une expansion plus grande? Merci. Alors, je pense que pour les Européens, ceux qui comptent dans la région, c'est les Anglais, ils ont d'assez bonnes relations avec Ibn Saoud, donc ça les inquiète pas tellement. Eux, ils le reprennent aux Hachémites, qui étaient aussi des alliés des Anglais. Donc en fait, la bataille, elle se fait entre des alliés des Anglais et des alliés des Anglais. Donc pour les Anglais, c'est que le meilleur gagne, mais de toute façon, ils ont des alliés des deux côtés. Hein. On oublie souvent dans cette période-là, puisque vous connaissez l'histoire de Laurence d'Arabie, qui est l'envoyé des Anglais auprès des Hachémites. En fait, on oublie souvent qu'il y en a un deuxième. Il y a Saint John Philby, qui est l'envoyé des Anglais auprès des Saouds. En fait, il y a un deuxième Laurence d'Arabie. Ils en ont un de chaque côté. Et Saint John Philby, il est moins connu, parce qu'il n'y a pas eu de film sur lui. Mais il a écrit ses mémoires, etc. Et c'est exactement la même chose. Ils ont ces espèces d'espions conseillers. Ils en ont un auprès d'Ibn Saoud aussi. Et donc les Anglais se sentent relativement tranquilles, quel que soit le vainqueur. De toute façon, c'est un allié des Anglais. Ce qui pose problème au départ, en effet, c'est plutôt dans la région. C'est-à-dire qu'il faut évidemment se souvenir que dans les années 20, les Saouds continuent et les Wahhabites continuent d'être perçus comme des hérétiques, comme des extrémistes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une émotion massive dans le monde musulman de voir ces Wahhabites qui sont vus par le mainstream de l'islam sunnite comme étant des radicaux extrémistes, etc. Donc la chute des lieux saints à cette époque entre leurs mains va effectivement susciter beaucoup d'émotions. C'est pour ça que d'ailleurs Ibn Saoud va passer les années suivantes à essayer de rassurer tout le monde, en organisant une grande conférence à la Mecque 2 ans après, et en faisant venir des dirigeants de tous les pays musulmans pour garantir l'accès aux lieux saints, pour rassurer tout le monde sur le fait que d'abord, on n'est pas des extrémistes, on est simplement de très bons musulmans, mais vous inquiétez pas, vous êtes tous les bienvenus, etc. Donc il y a toute une opération de communication politique en fait d'Ibn Saoud, dans laquelle il va utiliser, bon ça c'est un autre épisode, mais pour ceux qui s'intéressent à cette période, dans laquelle il va beaucoup utiliser en fait des gens comme Rachid Reda, puisque vous avez tous les disciples de ce mouvement de la Nahda qui dans les années 20-30 en Syrie ou en Égypte
se cherche un parrain d'une certaine manière, Ibn Saoud en fait va les coopter et les mettre à son service. Rachid Reda va faire partie des gens qui a quand même une autorité, c'est Al-Manar, c'est pas rien. Il est le principal élève de Mohamed Abdou en Égypte. Il va mettre en fait son autorité dans Al-Manar à expliquer que l'Arabie Saoudite n'est pas ce que vous croyez, ce sont des bons musulmans, etc. Donc il y a toute une volonté de normaliser l'Arabie Saoudite. Quand je dis qu'il prend le titre de roi, c'est aussi ça. C'est aussi une volonté de se normaliser. C'est-à-dire qu'en fait, les Wahhabites veulent voilà, essayer. Et Ibn Saoud va comprendre ça. Il y a un moment qui est très important dans cet épisode, dans cette période, c'est la bataille de 1929. Puisque donc Ibn Saoud a refait ses conquêtes avec ce qu'on appelait les Ikhwan. Les Ikhwan, c'est un corps militaire formé dans les tribus de la péninsule de gens qui avaient été endoctrinés dans le wahhabisme le plus dur et qui étaient vraiment des combattants zélotes, quoi, si vous voulez, qui sont vraiment l'avant-garde de l'armée d'Ibn Saoud, qui sont des wahhabites ultra et qui sont évidemment les meilleurs à combattre. Alors, qui vont mettre à sac la Mecque et Médine quand ils entrent en 1924, qui détruisent les tombeaux des compagnons, puisqu'en bon wahhabite, il faut qu'il n'y ait que l'homme et Dieu. Donc, in extremis, ils ne vont pas détruire la tombe du prophète, mais ils sont sur le point de le faire. Parce que eux, là aussi, même le prophète, il ne faut pas le prendre comme un homme. Le prophète n'est qu'important que comme prophète. Mais la vénération excessive du prophète pour les wahhabites est un problème. Donc, tous ces Ikhwan posent plein de problèmes, à la fois pour le monde musulman. Vous imaginez, quand on détruit les tombes des compagnons à la Mecque et Médine, la réaction du monde musulman. Et donc, en 1929, en fait, Abdelaziz va massacrer les Ikhwan. C'est un moment très important dans la normalisation de l'État saoudien. En fait, il va se retourner contre les ultra-wahhabites qui avaient été cruciaux dans la reconquête, c'était ces troupes d'élite, mais qui, après, en fait, ne veulent plus rentrer dans le rang. Et en particulier, en 1929, ils ne cessent de faire des razzias en Irak pour aller tuer les chiites. Parce qu'ils veulent, ils ont toujours la mémoire de la prise de Najaf et Karbala. Et donc, il y a des Anglais en Irak, ça n'arrange pas Ibn Saoud qui essaye d'avoir des bonnes relations avec les Anglais, d'avoir ses propres ultras qui traversent la frontière pour aller faire des razzias en Irak, au nom plutôt des djihad, à l'occurrence, il le considère. Et donc, en 1929, en fait, il va les massacrer. Et donc, on voit vraiment un Ibn Saoud qui, à la fois, est capable d'utiliser ses propres radicaux quand il s'agit de mener la campagne militaire, mais en même temps, qui, à partir du milieu des années 20, est dans une volonté de normalisation avec à la fois les Occidentaux et les Européens, mais aussi avec les pays de la région. Donc, et il va assez bien gérer ce tournant, en fait. Bonjour, merci. Quelle perception dans l'opinion publique de l'affaire Khashoggi et de la guerre au Yémen dans l'opinion publique saoudienne et nationalement, quelle influence est-ce que ça a sur leur relation au régime? Merci. La guerre au Yémen, elle est initialement très populaire en Arabie. Elle est très populaire parce que les Saoudiens souscrivent pour la plupart à l'idée que les Houthis sont le bras armé de l'Iran à leurs frontières. Les Saoudiens sont fiers, en 2015, de voir leur pays prendre la tête d'une coalition et répondre enfin aux provocations iraniennes. Donc il y a vraiment, en 2015, un vrai sentiment de fierté sur cette question du Yémen. D'autant que, voilà, pour la première fois, les Saoudiens prennent leur destin en main. Ils interviennent sans les Américains et même, d'une certaine manière, en mettant les Américains au pied du mur. Je crois que vraiment, au départ, il y a à la fois les Saoudiens considèrent le Yémen comme une guerre nécessaire et ils ont la fierté de voir leur armée prendre le lead, quoi, dans la guerre. Aujourd'hui, elle est certainement moins populaire. Pas tant que les Saoudiens remettent en cause sa nécessité. Je pense qu'aujourd'hui, les Saoudiens sont tous d'accord là aussi, parce que cette lecture du Yémen comme une question iranienne reste dominante. Donc les Saoudiens sont à peu près tous d'accord et restent pour l'essentiel d'accord sur le fait que cette guerre était nécessaire. Aujourd'hui, on entend de plus en plus des critiques sur l'incompétence de ceux qui l'ont menée. Donc c'est pas tant la remise en cause de la guerre elle-même que de la manière dont elle a été menée. C'est ce qu'on entend de plus en plus à Riyad et puis sur le coût de la guerre. Parce qu'effectivement, à un moment où l'Arabie Saoudite en fait doit faire des économies, on a une guerre qui coûte quand même extrêmement cher. Et l'affaire Khashoggi, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire que vous avez, disons, une partie de l'opinion publique, en particulier l'opinion publique éclairée, on va dire, qui voit ça comme une nouvelle manifestation
de l'hubris d'MBS et considèrent que ça montre vraiment qu'en fait, ils ont à leur tête un fou et qu'il faut absolument l'arrêter parce que ça veut dire que vous avez un Saddam Hussein en puissance. Il y en a certains d'ailleurs qui l'ont écrit sur Twitter et qui étaient à l'étranger mais qui ne sont pas prêts de rentrer. Et en même temps, dans la population, ils ont paradoxalement plutôt bien géré. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la théorie du complot. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez aujourd'hui en Arabie Saoudite un discours qui est un discours d'État et répercuté par tous les médias qui aujourd'hui sont tous sous la coupe du pouvoir, ce qui n'était pas toujours le cas en Arabie. L'Arabie était beaucoup plus complexe et il y avait des espaces de débat en Arabie. Moi, dans l'Arabie que j'ai connue, je parlais politique dans les cafés, les gens n'avaient pas peur. C'était pas l'Irak bassiste ou la Syrie assadienne, l'Arabie. Aujourd'hui, ça l'est. Les gens ont terriblement peur. Il y a une version officielle. Et la version officielle, c'est que l'Arabie Saoudite est attaquée par un complot mené par le Qatar, la Turquie et tous ses ennemis, et l'Iran. Et que tout ça, en fait, c'est des fariboles des ennemis pour détruire MBS, qui est le sauveur de l'Arabie. Et de fait, ce qui est assez génial, c'est la manière dont les Saoudiens, en fait, vont... Enfin, l'histoire de Khashoggi, je veux dire, est tellement absurde que les Saoudiens vont utiliser l'absurdité pour dire, regardez, c'est quand même pas crédible. On n'aurait quand même pas fait ça. Si on a laissé autant de traces... La vraie version, c'est que s'ils ont laissé autant de traces, parce que c'est des amateurs. La bande de copains qui l'entourent, le fameux Saoud Al-Qahtani, qui est son conseiller, qui est aujourd'hui désigné comme étant le... c'est un gars que j'ai rencontré il y a 15 ans. Ce sont des voyous. Vous avez une bande de voyous qui a pris le pouvoir autour de lui. C'est ses copains avec lesquels il fait la fête. Et ces gars-là, ils ont eu une idée soi-disant géniale un week-end, en se disant on va dézinguer l'opposant en chef. Mais ils ont fait ça comme des amateurs, parce que c'est même pas un État, en fait, qui a fait ça. C'est une bande de gars, c'est un gang de gars qui ont monté, comme dans un film des frères Cohen, l'opération en un week-end. En pensant qu'ils étaient géniaux, alors qu'en fait, ils ont été absolument nullissimes, en termes de genre, au-delà de la question purement morale. Mais ce qui est génial, c'est comment les Saoudiens retournent le truc en disant on n'aurait quand même pas fait ça, c'est forcément un complot, regardez, ça peut pas être ça. Et de fait, toute une partie des Saoudiens y croient. Ils disent, mais quand même, on n'est pas aussi nuls. D'ailleurs, l'État saoudien, par le passé, effectivement, en 79, il y a un opposant qui avait disparu. La dernière grande disparition d'un opposant saoudien, c'était Nasser al-Saïd à Beyrouth en 79. À l'époque, ils n'avaient pas laissé de traces. Donc les Saoudiens, par le passé, savaient faire comme toute bonne dictature arabe, faire disparaître ses opposants sans laisser de traces. Et là, en l'occurrence, Donc, du coup, ils ont retourné l'argument pour en faire un complot. Et cette rhétorique du complot, elle marche pas mal, en fait, dans la région. Que ce soit en Égypte ou ailleurs. Et on le voit en Égypte, ils font pareil. On est attaqué, on a les ennemis autour de nous, on a le Qatar et la Turquie qui sont en embuscade, etc., etc. Donc je pense que dans la population, je ne sais pas si, là encore, l'élite éclairée est absolument choquée par Khashoggi, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui plus personne n'est protégé, que même ils vont aller vous chercher à l'étranger, donc il y a une peur vraiment. Mais je pense que dans toute une partie de la population, en particulier des gens, les Saoudiens lambda, la thèse du complot a pas mal fonctionné en fait. Vous avez parlé tout à l'heure des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite. Du coup, l'Arabie Saoudite, elle avait été à l'initiative d'un pacte de paix en 2002 qui disait que les relations reprendraient avec Israël que si on retrouve les territoires de 1947. Et du coup, le fait que les relations elles se normalisent avec Israël, est-ce que ça va changer quelque chose pour la Palestine ou pour la situation là-bas? Donc, merci de la question. En fait, ce que je disais, c'est que la marque de fabrique d'MBS, c'est le nationalisme saoudien. Et ça, c'est vraiment intéressant, cela dit, comme transformation. C'est-à-dire qu'en fait, l'Arabie Saoudite est un pays où il n'y a jamais eu de discours nationaliste. Parce que c'était toujours l'islam. Donc, l'Arabie Saoudite s'est construite sur un discours qui parle au nom de l'islam, pour les musulmans, célèbre une forme de pan-islamisme qui dilue l'identité saoudienne dans une identité musulmane plus large. Et donc, l'identité saoudienne, en fait, ça n'a jamais voulu dire grand-chose, hormis peut-être les attaches tribales des uns et des autres. Mais or, là, avec MBS, vous avez la promotion d'un discours qui met l'Arabie Saoudite d'abord et se construit. Parce que comment on construit un nationalisme? On le construit contre des ennemis. Quand on ne sait pas ce que c'est que d'être saoudien, mais on sait deux trucs aujourd'hui. C'est d'être le contraire de l'Iran
essaie d'être le contraire du Qatar. Et donc on construit par défaut, mais comme tous les nationalismes en fait, les nationalistes se construisent dans les conflits. Et donc ce discours nationaliste aujourd'hui, qui est saoudo-centré, que proclame MBS, ça fait que vous avez un pays qui, effectivement, sur une cause comme la Palestine, qui était historiquement la grande cause, aussi pour l'Arabie, hein, tous les rois, c'est pas qu'ils aient fait grand-chose, mais en tout cas dans les discours, on en parlait toujours comme étant la cause centrale, etc. Aujourd'hui, MBS, il est tout à fait capable de dire très tranquillement, en fait, ça ne nous regarde pas. C'est pas notre problème, nous on est saoudiens. Que les Palestiniens se débrouillent. Donc effectivement, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une logique où, pour Israël, c'est très bien, parce qu'Israël, en fait, veut des accords, veut des relations bilatérales avec les États arabes. C'est-à-dire qu'en fait, tout le jeu d'Israël, ça a été d'essayer de casser le consensus arabe depuis le début. À la fin des années 70, ils ont sorti l'Égypte du consensus arabe. Et effectivement, ils ont fait une paix séparée avec l'Égypte, après la Jordanie, et donc le but du jeu, c'est ça. S'ils arrivent à sortir l'Arabie Saoudite du consensus arabe, ce qui est en train d'être la chose actuelle, on se retrouve effectivement dans un Israël qui va se normaliser petit à petit, graduellement, avec chacun des pays. Et donc, les pays arabes perdront leur capacité de négociation collective, ce qui était l'idée du plan de 2002, de mettre dans la balance une capacité de négociation collective. Donc, à mon avis, on est loin de ça aujourd'hui. On a une Arabie qui pense à ses intérêts, en gros, vous avez entendu donc parler, j'imagine, de ce qu'on appelait le plan Kouchner, là, dont on est à peu près sûr qu'il existe. On ne sait pas s'il prendra forme vraiment, mais en tout cas, il existait dans la tête de Kouchner, parce qu'il a essayé d'en faire la promotion. Donc, Jared Kouchner avait dans l'idée en gros, d'imposer un plan de paix aux Palestiniens qui serait absolument inacceptable par rapport à tous leurs objectifs historiques, mais dans une situation, de toute façon, ils n'auraient pas le choix, qui consisterait en fait à sous-traiter le contrôle de Gaza à l'Égypte essentiellement, à légaliser la colonisation en Israël, et à donc créer une Palestine vraiment sur les morceaux qui restent, et à faire gober ça à l'OLP en faisant pression sur tous les soutiens de l'OLP, en particulier l'Arabie Saoudite, qui est un soutien historique de l'OLP. Donc en tordant le bras de Mahmoud Abbas pour l'obliger à accepter ça. Et MBS était visiblement d'accord pour jouer le jeu. On oublie souvent que... vous vous souvenez du moment de l'affaire Hariri, au moment où Hariri disparaît en Arabie Saoudite parce qu'il est kidnappé. En fait, ce qui est marrant, c'est que la semaine précédente, c'est Mahmoud Abbas qui est kidnappé. Mahmoud Abbas aussi passe une semaine, il disparaît à Riyad, personne ne le voit, et visiblement, il se prend quelques claques et on lui dit « t'as pas le choix, tu acceptes ». Donc ça, c'est la méthode, les méthodes de Saoud al-Qahtani, dont je vous parlais tout à l'heure, le voyou dont on parlait tout à l'heure. C'est lui, visiblement, Hariri aussi a pris des coups. Hein. Et c'est Saoud al-Qahtani lui-même, en fait, qui donne les coups. Donc... bon, le problème c'est que Mahmoud Abbas en fait aujourd'hui est tellement insignifiant dans la politique régionale qu'il peut disparaître une semaine, on s'en rend plus compte. Mais c'était le jeu. Et en retour, les Saoudiens espéraient donc mettre dans la balance avec les Américains une action militaire contre la présence iranienne en échange du soutien au plan de Kouchner. C'était ça en fait que négociaient les Saoudiens. Mais probablement ça ne marchera pas parce que je pense que Mahmoud Abbas, aussi insignifiant qu'il soit en fait, et on a beau lui tordre le bras dans tous les sens, je pense qu'il ne peut pas accepter ça. Et même Dahlan, et même parce qu'ils ont un certain nombre d'alternatives dans le camp palestinien qui voudraient essayer d'opposer à Mahmoud Abbas, mais même Dahlan en fait, qui est très proche des Émiriens, il habite à Abu Dhabi, etc. Mais en fait même Dahlan, à mon avis, n'accepterait pas. Donc à mon avis, ça a bloqué un moment cette histoire de plan. En tout cas, les Saoudiens étaient prêts à aller très loin dans l'abandon de la cause palestinienne au nom de leur projet de lutte contre l'Iran, quoi.